À la fin des années 1780, la France connaît une grande instabilité. En effet, Louis XVI doit faire face à des crises importantes, et ce, dans plusieurs domaines. Dans le domaine économique, pour commencer, la situation est préoccupante. En effet, en raison d'événements météorologiques, les récoltes sont moins importantes à la fin des années 1780. Or, la raréfaction des céréales entraîne automatiquement une augmentation forte des prix. Il devient de plus en plus cher et donc difficile de se nourrir. Cette augmentation du prix du pain appauvrit donc la population et a des répercussions sur le chômage, puisque les Français n'ont plus assez d'argent pour acheter autre chose que des produits de première nécessité. Dans le domaine financier, ensuite, le budget du royaume n'est pas équilibré, avec un déficit de 117 millions de livres à combler. En effet, les dépenses sont alors très importantes, et ce notamment en raison de l'aide que Louis XVI a apportée aux insurgés américains dans leur guerre d'indépendance. De plus, les tentatives de réforme fiscale menées par les ministres des Finances de Louis XVI, Turgot et Necker, n'aboutissent pas, en raison de l'opposition des ordres privilégiés. Mais le tiers-État, déjà durement touché par l'augmentation du prix des céréales, n'est pas en mesure de supporter un nouvel impôt pour combler ce déficit. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Dans le domaine politique, on voit émerger des critiques de plus en plus importantes envers la politique menée par Louis XVI, qui est jugée inefficace. On commence même à s'en prendre à la personne du roi, qui pourtant est toujours un monarque absolu de droit divin. Sur certaines caricatures, on dégrade son image en le représentant sous la forme d'un cochon, comme sur celle-ci, qui est quelque peu postérieure à notre période. Ces critiques sont alimentées par une classe bourgeoise éduquée et sensibilisée aux idées des Lumières. Ces bourgeois s'appuient sur ces idées nouvelles qui ont été appliquées aux États-Unis d'Amérique et qu'on aimerait voir appliquées en France également. Un vent de liberté souffle sur le royaume. Dans le domaine social, enfin, on remarque une augmentation importante des révoltes populaires partout en France. On en compte 310 en 1788. Le tiers-État supporte de plus en plus mal les inégalités liées à la société d'ordre et cherche à les réduire. Ainsi, on peut voir deux grandes causes de révolte. D'une part, les populations les plus pauvres, qui se soulèvent contre les inégalités fiscales qui entraînent leur pauvreté et leur difficulté à se nourrir. D'autre part, les bourgeois, qui contestent le fait que certains emplois soient réservés aux ordres privilégiés. Les bases de la société d'ordre sont donc critiquées, et notamment les inégalités. Donc, à la fin des années 1780, le roi doit trouver des solutions pour faire face à ces problèmes importants. Il compte réunir les États généraux. Ils n'avaient plus été convoqués depuis 1614. La situation est donc jugée assez importante par le roi pour les convoquer à nouveau. Les États généraux sont une assemblée composée de représentants des trois ordres venus de tout le royaume, que le roi peut convoquer quand il le souhaite pour asseoir ses décisions devant ses sujets. Louis XVI compte mettre en place un nouvel impôt qui pèserait sur le tiers-État
et souhaite que les députés réunis aux États généraux acceptent cette décision. Cependant, les bourgeois, qui sont les plus sensibles aux idées des Lumières, veulent profiter de cette occasion pour prendre exemple sur les insurgés américains et pour imposer des réformes, notamment politiques et fiscales, à Louis XVI. Pour préparer les États généraux, Louis XVI lance une grande consultation dans son royaume. Il invite tous les habitants à s'exprimer sur la situation. Les Français se réunissent alors par ordre pour écrire des cahiers de doléances. Alors que les cahiers de la noblesse et du clergé mettent en avant les valeurs traditionnelles, ceux du tiers-état cherchent à défendre les idées nouvelles des Lumières, comme la liberté, la propriété, l'égalité fiscale, etc. Ces cahiers sont donc un premier moment de clivage au sein de la population. Dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Aurora, qui veut de Aurora? Accéléra, accéléra, accéléra. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de pain? En même temps qu'ils écrivent les cahiers de doléances, les Français élisent des représentants pour siéger aux États généraux et porter leur voix auprès de Louis XVI. Les clercs et les nobles, qui représentent environ 3% de la population, envoient 561 députés, soit environ la moitié de cette assemblée, alors que le tiers-État, qui pèse 97% de la population, n'a que 578 députés aux États généraux. Le 5 mai 1789, c'est la séance d'ouverture des États généraux. Louis XVI rappelle alors qu'il est le roi de droit divin, et il pense pouvoir imposer ses décisions devant des députés qui ne feront qu'accepter sa volonté. Mais les députés du tiers-État ne l'entendent pas de cette oreille. Ils demandent à changer le mode de scrutin. En effet, jusqu'à présent, les décisions sont prises au vote par ordre. Avec ce système, le tiers-État est minoritaire, puisqu'il n'a qu'une seule voix face aux 2 voix des ordres privilégiés. Les députés du tiers-État demandent un vote par tête, c'est-à-dire que chaque député puisse voter. Ainsi, ils seraient majoritaires et pourraient réellement imposer leur vision et leurs décisions. Mais le roi et les ordres privilégiés s'y opposent, craignant les débordements des députés du tiers-État. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça? Pardi. Le clergé plus la noblesse, ça fait 2 voix contre 1. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête,
le tiers-État a la majorité. Donc, dès le 5 mai 1789, un bras de fer s'engage entre le roi et les députés du tiers-État. Si le roi et les députés nobles et clercs pensaient conserver le fonctionnement traditionnel, les députés du tiers-État souhaitent profiter de cette tribune pour se faire entendre et pour défendre les idées nouvelles des Lumières. Les crispations sont tout de suite importantes. Le roi refuse d'écouter ce que les députés du tiers-État ont à dire. La révolution est lancée. Les députés du tiers-État cherchent à se faire entendre et pour ce faire, ils veulent trouver une légitimité forte. Ainsi, le 17 juin 1789, ils se proclament Assemblée nationale, c'est-à-dire une assemblée qui représente la nation tout entière. En effet, comme ils ont été élus par le tiers-État, soit 97% des Français, ils disent représenter le peuple. Ils se revendiquent donc de la souveraineté populaire et s'attaquent directement à l'absolutisme du roi. C'est Bailly qui est le premier président de cette Assemblée nationale. Louis XVI ne reconnaît pas cette assemblée, le bras de fer se poursuit. Louis XVI veut interdire les réunions de cette Assemblée nationale et ordonne donc la fermeture de toutes les salles de Versailles. Le 20 juin, ces députés se retrouvent donc dans un gymnase, la salle du jeu de paume, pour y prêter un serment fondamental, celui de se réunir partout où les circonstances l'exigeront pour donner une nouvelle constitution à la France. Ils affirment donc que, puisqu'ils ont été élus et disposent de la souveraineté populaire, ils ont le droit de modifier le régime politique de la France. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Le roi s'oppose fermement à cette assemblée et 3 jours plus tard, il réaffirme son absolutisme et son droit divin devant les États généraux. Pourtant, les députés de l'Assemblée nationale sont déterminés. Ainsi, Mirabeau rappelle qu'ils iront au bout de leur combat parce qu'ils sont élus par la volonté du peuple. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi!
De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Donc, avec le serment du jeu de paume, les députés de l'Assemblée nationale affirment fortement le fait qu'ils contestent l'absolutisme et qu'ils défendent la souveraineté populaire. Ces premiers jours de la Révolution sont donc très politiques. Ce sont quelques bourgeois qui cherchent à défendre les idées des Lumières et à critiquer le régime politique. Le roi refuse d'entrer dans la discussion et les tensions sont de plus en plus fortes avec les révolutionnaires. Début juillet 1789. Le fossé entre le roi et les révolutionnaires continue à se creuser. Louis XVI fait appel à des régimes étrangers pour assurer sa défense. Et cette décision fait peur aux Parisiens, qui pensent que le roi cherche à mater leur opposition violemment. De plus, il renvoie Necker, qui était aimé des révolutionnaires. Ces derniers, de plus en plus méfiants, décident de prendre la Bastille, qui est à la fois un symbole du pouvoir judiciaire du roi. Il peut y emprisonner qui il veut avec ses lettres de cachet, mais également une réserve de poudre et d'armes qui pourrait servir aux révolutionnaires. Citoyens! Citoyens! J'arrive de Versailles! Le roi a renvoyé Necker! Citoyens, c'est le signe! C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes! Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger! Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Le 14 juillet 1789, le peuple parisien prend la Bastille. À partir de cette date, ce ne sont pas qu'une poignée de députés qui montrent leur envie de changement, mais des milliers d'assaillants. C'est le moment où les révolutionnaires veulent montrer que le roi ne peut plus avoir tous les pouvoirs. Ils s'attaquent donc à l'absolutisme. De plus, ils mettent la main sur les armes et la poudre, ce qui permet la création d'une armée pour défendre les idées révolutionnaires, la Garde nationale. Le lendemain, le 13 juillet, la révolution populaire prend plusieurs visages. Émeute de la faim à la maison Saint-Lazare, où le peuple des faubourgs pille un riche couvent. Insurrection place Louis XV, où la foule tente de récupérer de vieilles armes obsolètes dans un entrepôt royal. Et au même moment, à l'Hôtel de Ville, place de Grève, les délégués de la bourgeoisie parisienne créent, sous la direction de Jean-Baptiste Bailly, la Commune de Paris, qui recrute immédiatement plusieurs milliers de volontaires pour former une garde municipale armée. Les Parisiens s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Ça va pas, Jean. Merci. Le 14 juillet 1789, au petit matin, les habitants de la capitale n'ont qu'une obsession, s'armer par tous les moyens pour pouvoir résister aux troupes royales. J'ai pris tout ce qu'on a trouvé, il y en a au moins un par personne. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, allez les gars. Pendant que l'on s'organise dans les faubourgs populaires, les volontaires de la garde municipale se dirigent, eux, vers l'hôtel royal des Invalides.
où ils saisissent plus de 30 000 fusils et de nombreux canons. Dans le même temps, le peuple de Saint-Antoine se dirige vers la forteresse de la Bastille pour récupérer de la poudre à canon. La prison royale symbolise ce pouvoir militaire qui menace la nouvelle commune de Paris et qu'il faut impérativement désarmer. Ils sont des milliers à tenter de franchir les murailles qui protègent l'impressionnante forteresse. Le gouverneur de la prison, Delaunay, fait alors ouvrir le feu sur la foule. Des dizaines d'assaillants sont tués. Mais lorsque la nouvelle garde parisienne armée de canons vient prêter main forte aux assaillants, le rapport de force s'inverse. La première enceinte est franchie, puis l'assaut est donné. Évidemment, maintenant, on dit les héros. Mais sur le moment, on se disait pas ça. Il y avait les tonneliers, les menuisiers, les tailleurs, les cordonniers, tout le monde. J'ai même vu des curés en soutane. On s'est pas posé de questions et on y est allé. Mais une fois à l'intérieur, c'était sanglant. Il y a pas mal de gars qui sont pas ressortis. Moi-même, j'ai cru que j'allais y passer. Tiens, tu devineras jamais qui m'a sauvé. Athanas, tu sais, le gars qui voulait sauver son bureau des impôts. Bah, il était là, lui. Moi, je te jure, j'avais décidé de rentrer chez moi. Après l'histoire de l'octroi, j'étais furieux. Mais j'ai croisé Arsène le couvreur. Il portait un canon qui était 3 fois plus gros que lui, alors je lui ai filé un coup de main. Et je me suis retrouvé à la Bastille. Et quand la foule a enfoncé les portes, j'y suis allé aussi. C'est comme si une colère que j'avais gardée au fond de moi, tout d'un coup éclatait. Je me reconnaissais plus. Et j'ai voulu partir, mais je me suis retrouvé dans un couloir et je trouvais plus la sortie. C'est là que je suis tombé sur Jonas. Et dans ce couloir, c'était l'horreur. Ils s'étaient tous fait prendre comme des rats. C'est un miracle qu'on s'en soit sorti. Après plusieurs heures de violents combats, Delaunay fait hisser le drapeau blanc. La foule se saisit du gouverneur parce qu'il a fait tirer sur le peuple. Il est conduit place de Grève, devant l'hôtel de ville, où il est lynché et décapité. Sa tête est symboliquement portée sur une pique pour bien signifier que le peuple de Paris est désormais maître de la ville et qu'on ne lui volera pas la révolution qui vient de débuter. Si le roi refuse au départ de discuter avec les révolutionnaires, il se retrouve obligé de le faire puisque ces derniers sont maintenant bien plus puissants. Ainsi, il cherche à apaiser les relations et à canaliser ce mouvement en acceptant de porter la cocarde tricolore, symbole des révolutionnaires. Cette cocarde comporte le bleu et le rouge, couleur de Paris, et le blanc au centre, couleur de la monarchie. Donc, après la prise de la Bastille, ce sont toujours les revendications politiques qui sont mises en avant, avec la contestation de l'absolutisme. C'est un moment fondateur pour les révolutionnaires. D'ailleurs, ceux qui ont participé recevront une distinction de la part de l'Assemblée nationale. La Bastille est démontée dès le lendemain, geste symbolique fort pour appuyer la détermination des révolutionnaires. Mais la prise de la Bastille, c'est aussi l'entrée en révolution du peuple parisien et la mise sur pied d'une véritable armée, dirigée par Lafayette, qui était à la tête des troupes françaises qui sont allées se battre aux côtés des insurgés américains. Cette garde nationale donne un poids important aux révolutionnaires, ce qui oblige Louis XVI à se montrer plus ouvert aux discussions. Le bras de fer se poursuit entre le roi et les révolutionnaires.